commencer. Merci d'avoir accepté notre demande d'interview. Et donc, on est à l'atelier graphique de Paris. Et premièrement, que faites-vous ici? Qu'est-ce qui est produit ici? Alors, la structure existe depuis 2086, 1986, sous la forme qu'elle a actuellement, donc d'une SARL. Et elle existait au préalable sous la forme d'une association de 83-86. Donc, l'atelier a connu plusieurs étapes, avec des rebondissements, des creux, des pics. Et c'est une structure qui a été créée à mon retour d'Angleterre, où j'étais étudiant en photographie. Et là-bas, j'ai découvert l'holographie un peu par hasard pendant ma deuxième année. Et à l'époque, justement en Angleterre, c'était assez extraordinaire. J'ai reçu un financement pour faire des recherches. Donc on m'a donné une salle, on m'a donné un budget pour acheter un laser, pour construire un banc optique. On m'a ouvert le département de physique, le département de chimie. J'ai pu rencontrer plein de monde et puis commencer à récolter des bribes d'informations à droite à gauche comme ça. Et à réaliser des premiers petits hologrammes dans un bac à sable qui faisait 1,20 m par 2,40 m. C'était une dalle de béton avec des murs de briques et puis 2,5 tonnes de sable, je crois, à l'intérieur. Et donc je plaçais des optiques au bout de tubes en PVC et ça m'a permis d'enregistrer des petits hologrammes sur des plaques qui faisaient 10-12, des plaques AGFA à l'époque. Donc retour en France pour constater que l'holographie, il n'y avait pas grand-chose. Je suis revenu en 83, donc, création de ce lieu, ici d'ailleurs, on n'a pas bougé depuis. Première étape de création, ça a été de prendre un plan de Paris et puis de faire des cercles partout où il n'y avait ni métro, ni bus, ni avenue à proximité, et de chercher des lieux dans ces cercles qu'on avait fait dans Paris. Et on a trouvé ce lieu donc, qui est dans une impasse ou à peu près, très peu de circulation, pas de métro à proximité, donc parce que comme vous le savez, pour réaliser des hologrammes, il faut une stabilité rigoureuse, donc pas de vibration du tout. Donc on a construit une table, un banc optique à côté, en béton armé cette fois, d'1,5 tonne, monté sur verlin pneumatique. Et malgré le fait qu'on ait une cave en dessous, on a une stabilité extraordinaire, heureusement, par chance. Donc, pour ce qui concerne l'activité, ça a d'abord été une activité d'association en 1901. Donc, on a fait beaucoup de stages de formation à l'holographie. On a enseigné à une centaine de personnes à peu près ce qu'est l'holographie. C'était des stages de 4 jours. Et on réalisait 2, 3, 4 hologrammes en 4 jours. C'était assez intense et c'était toujours passionnant parce que les gens d'abord étaient passionnés, puis on rencontrait énormément de monde. Et puis on a fait une première opération importante pour Janus II, qui était la préfiguration du musée des sciences et des techniques de la Villette. Où on a fait en 3 hologrammes, on a illustré le bilan énergétique de la Terre. Donc ça a été notre première réalisation commerciale. Et ça nous a incité à créer l'ASARL, Atelier holographique de Paris, donc en 1986. Et l'activité, ça a été une activité de création d'hologrammes pour la communication d'entreprise. Ça a été une activité aussi pour la muséographie, donc travaux pour les musées de reproduction d'objets rares, précieux. Ça a été toujours aussi en parallèle à ces activités commerciales, une activité de création artistique. Ça, sur les 30 dernières années, c'est quelque chose, on n'a jamais dérogé à ça.
Et puis recherche et développement aussi. On a fait pas mal de réalisations pour des gros groupes industriels et sur des sujets divers et variés. Et ça, en recherche et développement, on a, par exemple, pour Olivier Lapidus, en 94, je crois, 94-95, on a réalisé des hologrammes qui ont été brodés sur des robes de soirée et particulièrement un tailleur euh, et tailleur qui a été porté par un mannequin dans un défilé. Et c'était absolument superbe à voir, c'était chatoyant, il y avait de la lumière partout. Ça a donné l'idée à Hermès de se dire, tiens, pourquoi pas essayer de faire de l'hologramme, de réaliser de l'hologramme sur de la soie, et donc d'intégrer sur le fameux carré Hermès en soie de la diffraction holographique, créer une aura de lumière autour de la personne qui viendrait le porter, ou bien générer des images tridimensionnelles. Voilà, ça c'est un exemple, on a travaillé là-dessus pendant 1 an et demi en recherche et développement. C'était absolument passionnant, même si ça n'a pas réellement abouti à un produit commercialisable. Enfin, on est arrivé à la conclusion au bout de ces recherches que c'était le seul moyen de générer de la diffraction à partir d'un fil de soie, c'était de faire pousser directement sur la soie une structure nanométrique similaire à ce qu'on trouve sur les ailes de papillons de certains papillons d'Amérique du Sud, les morphos entre autres, qui sont ces papillons bleus iridescents comme ça. Lorsqu'on regarde au microscope électronique, on se rend compte qu'il y a une structure nanométrique qui ressemble à des petits sapins de Noël, et la lumière pénétrant dans cette structure interfère entre les branches des arbres, entre guillemets, et renvoyée vers l'extérieur après avoir été filtrée physiquement par cette structure. Voilà, donc les Japonais ont réussi à faire ça. Je ne sais pas s'ils l'ont fait sur de la soie, mais ils ont fait en tout cas des pousses de structures nanométriques comme ça. Mais je ne suis pas sûr que ça ait été commercialisé du tout parce qu'il y a eu des soucis liés aux technologies nanométriques qui ne sont pas forcément sans souci pour la santé. Voilà, autre exemple de réalisation de recherche et développement, celle-ci est plus récente, mise au point d'un système d'affichage pour Peugeot Citroën, qui est placé sur la vitre arrière, la lunette arrière d'un véhicule. Lorsque celui-ci freine en urgence, il y a affichage d'une image holographique derrière le véhicule, à 1,50 m derrière le véhicule. Et donc le véhicule suiveur peut anticiper sur son freinage parce que le conducteur a la sensation d'avoir un obstacle beaucoup plus près qu'il n'est réellement. Voilà. Et ça sort prochainement sur des véhicules Citroën plutôt, dans les 2 à 3 ans à venir. Voilà, pour cerner un peu l'activité, on a aussi eu une activité de diffusion de l'holographie, donc d'évangélisation comme ça, où on a fait beaucoup d'expositions dans les années 80-90. On avait des expositions itinérantes qui circulaient et on a sensibilisé énormément de monde à l'holographie par ça. Et ça a toujours eu un succès fou. Partout où on allait, il y avait un phénomène de bouche à oreille immédiatement, et il y avait des centaines, voire des milliers de personnes qui se déplaçaient pour voir l'expo. Voilà, en 2 mots, l'activité. Est-ce qu'on pourrait juste remonter? Oui, c'est un peu juste comme signal. Oui, en fait, ah merde, oui, il est tombé. Ouais, faut me le dire. Ah, voilà. Oui, donc, en quoi consiste votre métier au quotidien? Que faites-vous ici à l'atelier holographique de Paris? Au quotidien, c'est gérer les projets, c'est-à-dire c'est vraiment du suivi de projet. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? Il y a un projet, il y a plusieurs projets en cours. Il y a un projet de réalisation d'hologrammes à partir d'un nouveau procédé qui permet de
réaliser une image holographique à partir de séquences vidéo ou séquences photos, ou encore de séquences d'images de synthèse. Et donc c'est de la stéréographie holographique. Et je vous en montrerai un ou deux exemples. Voilà. Il y a pour projet d'aboutir des hologrammes de plus grand format que ça, et puis d'essayer de les diffuser comme, enfin, pas d'essayer, les diffuser comme des œuvres d'art à part entière, c'est-à-dire des éditions limitées signées qui intégreraient un hologramme et son système de restitution également. Donc, ça a toujours été la clé à la diffusion de l'holographie, c'est ce fameux spot qu'on voit au plafond là et qui est indispensable à la restitution de l'hologramme. Et pour en avoir fait l'expérience à de nombreuses reprises, on sait que le public, les acheteurs potentiels, ne font pas l'acte d'achat parce que de venir faire des trous dans leur plafond pour installer un spot, c'est parfois compliqué. Donc tant qu'il n'existe pas un système qui vient intégrer et l'hologramme et le système d'éclairage, on aura des difficultés pour vendre. Donc il y a, voilà, ça c'est un projet sur lequel je travaille à plein temps, ou presque. Et puis parallèlement à ça, je gère, voyons, il y a actuellement un projet qui est un beau projet pour le mémorial de l'esclavage à la Guadeloupe, où le scénographe du lieu, qui est François Coffinot, qui est un grand scénographe français, souhaite avoir dans l'entrée du musée une reproduction d'une statue d'une vierge qui date du, je sais pas, 12e, 13e siècle, on n'est pas tout à fait sûr, et qui se trouve depuis dans le monastère d'un petit village en Espagne qui s'appelle Guadalupe. Le village s'appelle Guadalupe. Et Christophe Colomb, pour la petite histoire, Christophe Colomb, revenant de son premier voyage, a été pris dans une tempête. Il a fait le vœu, s'il en sortait, de faire des offrandes à des vierges, à 3 vierges en Espagne. Et donc il a été voir cette vierge qui a la particularité d'être noire. Il a fait des offrandes et il s'est promis, lors de son second voyage, de baptiser Guadeloupe, la première île sur laquelle il tomberait. Il est tombé sur la Guadeloupe, enfin, sur une île qu'il a appelée Guadeloupe. Voilà. Donc c'est une véritable plongée dans l'histoire et c'est toujours passionnant de gérer ce genre de projet. Donc là, il y a un hologramme entièrement numérique, c'est-à-dire que je me suis déplacé en Espagne pour faire des photos de cette vierge dans ce monastère, et à partir de ces photos, grâce à des algorithmes qui sont disponibles sur le net actuellement, on peut obtenir une modélisation précise 3D du sujet photographié. Et c'est à partir de ce fichier qu'ensuite on vient multiplexer, entre guillemets, les données afin d'obtenir un hologramme. C'est un hologramme qui fera 85 cm sur 60 de large en couleur. Voilà, typiquement ce que je fais actuellement. Et puis ici, il y a une nouvelle super, c'est qu'on a acheté un drone et qu'on va tâcher de modéliser des vues aériennes sous forme d'hologramme. Ça, c'est excitant. Et du coup, comment fait-on pour filmer en hologramme, prendre des photos en hologramme? Quelles sont les différences, les différentes techniques? Une fois l'hologramme réalisé? Non, justement pour réaliser. Pour réaliser un hologramme. Alors, en fait, on utilise, il y a différents procédés, mais celui qui est le plus couramment utilisé, parce que certainement le plus flexible, c'est à partir d'un centre d'intérêt, d'un sujet quel qu'il soit, c'est de faire un travelling latéral de caméra devant. Alors certaines personnes préfèrent faire un travelling circulaire. Moi, je pense qu'il est préférable de faire un travelling latéral. Et ça, c'est une technique qui est largement utilisée aussi sur tous les procédés stéréoscopiques ou autostéréoscopiques, où on obtient par ce déplacement de caméra ce que l'on appelle un parallaxe de temps. C'est-à-dire qu'évidemment, la caméra au point N va enregistrer un point de vue différent que N plus 1, et on va obtenir de la disparité, parce qu'on va
modifier l'angle de vue sur le sujet, on va obtenir des informations sur le volume, sur le relief du sujet. Voilà. Et à partir de ces données, ce qui est important ensuite, c'est de pouvoir envoyer une information dans l'œil gauche, une information dans l'œil droit, pour que le cerveau puisse reconstituer cette disparité de temps et restituer comme ça une sensation de relief. Voilà, donc ça c'est la technique qui est couramment utilisée, parallaxe de temps ou information de disparité avec une caméra fixe et un objet qui bouge, par exemple aussi. Et je vous montrerai l'exemple d'un hologramme qui a été réalisé avec la caméra photographique était fixe, l'appareil était fixe, déclenchait toutes les secondes et j'ai pris une séquence de 70 images. Les nuages ayant bougé, eh bien, il y a du relief sur les nuages. Voilà. Mais tout le reste de la scène est plate et de qualité photographique parce qu'il n'y a pas de disparité, justement. Il n'y a pas d'information de disparité. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en fait, le principe, c'est de rendre stéréoscopique la restitution d'une image qui est enregistrée sur un support holographique, mais qui pourrait aussi être enregistrée sur une photographie bonnet ou encore sur un écran vidéo allioscopie, autostéréoscopique. C'est le même principe, c'est d'envoyer une image légèrement différente dans chaque œil. Et je vais vous montrer un hologramme entièrement numérique, où là, on n'a pas juste 70 images, mais il y en a 36 000 d'enregistrés, 36 000 points de vue différents, et la sensation de relief, de volume même que vous allez percevoir sur l'hologramme est due à nouveau à la fusion de l'information qui arrive dans l'œil droit, dans l'œil gauche, et le cerveau fait le reste. Mais on leurre la perception comme ça, c'est pas la véritable holographie. La véritable holographie a ça d'absolument fascinant, c'est que c'est la seule technique aujourd'hui disponible qui restitue le volume de notre environnement tel qu'on le perçoit. Petit aparté, mais pour expliquer ce qu'est l'holographie, je pense souvent l'exemple, voyons, pour voir un objet, il faut réunir 3 éléments. Un observateur, évidemment, un objet et de la lumière. À partir du moment où on éteint la lumière, on ne voit plus l'objet. Donc ce n'est pas l'objet que l'on voit, mais c'est la lumière qui en est réfléchie. Voilà. C'est un concept qui a l'air vraiment tout con, mais si on ne prend pas ça en préambule, on a du mal à comprendre le reste. Donc, prenons l'exemple de l'holographie en faisant une analogie. Imaginons une étoile placée à plusieurs années-lumière de la Terre que l'on voit au télescope. Pourquoi on la voit? À nouveau parce qu'il y a un front d'onde qui nous arrive de cette étoile jusqu'à la Terre, et c'est une portion infime de ce front d'onde que l'on perçoit avec notre télescope, ce qui nous permet de positionner, de placer l'étoile dans l'espace. Bien. Cette étoile explose, devient supernova. Le temps que l'information relative à cet événement nous parvienne jusqu'à la Terre, ça va mettre plusieurs années, puisqu'elle est située à plusieurs années-lumière de la Terre. Et c'est toujours le front d'onde de l'étoile intacte qui va nous parvenir pendant des années. Voilà. Et là, on a une analogie avec l'holographie. À partir du moment où on peut enregistrer le front d'onde qui a été soit transmis, soit réfléchi par un objet que l'on a holographié, on vient enregistrer ce front d'onde, eh bien, on n'a plus besoin de l'objet pour le voir, puisqu'on en a enregistré le front d'onde. Voilà. L'analogie avec l'holographie, elle est là. Et c'est complètement passionnant parce que ça ouvre sur la physique quantique, ça ouvre sur la philosophie holistique aussi. Sachez que si on brise un hologramme en 1000 morceaux, chaque fragment restitue la totalité de l'image. Mais d'un angle de vue qui sera de la taille du fragment. Pourquoi? Parce que
eh bien, en reprenant l'image de l'analogie de l'étoile, avec le télescope, on perçoit une infime partie de ce front d'onde. Okay. Si l'étoile était beaucoup plus proche, ou si on avait des télescopes placés sur des planètes en ligne espacées de plusieurs millions de kilomètres, eh bien, on viendrait percevoir une quantité beaucoup plus importante de ce front d'onde. Okay. Donc on aurait la capacité, peut-être pas de tourner autour, mais en tout cas de voir différents aspects de l'étoile. Et bien, ramener à l'holographie, c'est le même principe. Si ce fragment d'hologramme peut être assimilé à l'ouverture du télescope qui regarde l'étoile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder de droite à gauche, eh bien, l'hologramme dans sa totalité a enregistré évidemment une portion beaucoup plus grande du front d'onde et permet de venir se déplacer devant l'hologramme comme ça. D'accord. Et donc de percevoir l'objet sous différents aspects. Et pour les techniques de projection, est-ce qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, il nous est possible de réaliser ce rêve, vous savez, de voir la princesse Léa. Léa, oui, sortir comme ça? Non, je vais vous montrer une technique qui s'assimile à ça, parce que c'est une question récurrente, évidemment. Et donc, je me suis penché là-dessus il y a quelques années. Je n'ai pas beaucoup évolué, il faut que je reprenne un peu ces travaux. Alors là, on touche à un autre aspect de l'holographie, en fait. Alors, la réponse est non, de toute façon, hein, clairement. La réponse est non, parce que pour percevoir l'image, il faut percevoir le front d'onde. Donc, il faut être en face du support d'information, en face de l'hologramme. On ne pourra pas voir, si je mets un hologramme plan comme ça, on ne pourra pas voir une image qui en sort comme ça. Parce que le front d'onde, on ne le verra pas. Il faut tourner la source d'information vers le spectateur. Donc je disais qu'on touche là à un environnement qui est un domaine d'application de l'holographie qui est un petit peu différent de ce que je vous ai décrit jusqu'à présent, où on n'est plus dans le cas d'un enregistrement de front d'onde d'objet, c'est-à-dire qu'on n'enregistre pas un hologramme d'un objet, mais on enregistre un hologramme d'un comportement optique. C'est un petit peu différent. On produit non pas des hologrammes susceptibles de restituer des images, mais on enregistre ce qu'on appelle des HOE, pour Holographic Optical Elements, c'est des éléments optiques holographiques. C'est-à-dire qu'on peut coder un hologramme pour lui dire, ben, ok, à une certaine distance, à un certain angle derrière l'hologramme, tu vas aller récupérer une information et la focaliser à un autre endroit. Et par rapport à l'optique conventionnelle, qui consiste, on a tous en tête l'image de la petite bougie allumée, la lentille, et puis l'image de cette bougie focalisée sur un écran blanc en face. Voilà. Ça, c'est de l'optique linéaire, on travaille en ligne droite, évidemment. Avec l'holographie, on remplace l'optique en verre, lentille, par un hologramme. La source, on peut la placer où on veut. Et l'image qui va être produite de cette source, on peut la focaliser aussi où on veut. Voilà. On n'est plus du tout dans un système linéaire. Et l'holographie, dans le domaine des optiques, de l'optique en général, c'est une petite révolution. On peut faire des lunettes de type des lunettes Google, par exemple, où on a une petite source d'information planquée dans la branche de la lunette, et puis un système holographique qui vient ramener l'information devant et qui focalise cette information aussi de manière à ce que l'œil n'ait pas à mettre au point. Mais on peut la focaliser à l'infini pour que l'œil puisse la percevoir sans avoir à converger sur un point. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que je risque de vous perdre. Mais voilà, sachez que l'holographie sert à ça aussi. Un système optique volumineux avec un comportement complexe peut être réduit à 7 microns d'épaisseur d'émulsion holographique et donc inséré dans des systèmes qui permettent de réduire considérablement les encombrements.
Et donc, de nos jours, quelles sont les limites de l'holographie? On ne peut pas faire la princesse Léa, par exemple. Les limites de l'holographie, je sais pas. L'holographie s'applique à des domaines en particulier et pas à d'autres. On ne peut pas rouler en hologramme, par exemple, sur un auto. Non, je sais pas, votre question est un peu vague. C'est les limites de l'holographie. Voyons. L'holographie a des difficultés à afficher des couleurs. Parce qu'on travaille pour l'enregistrement à partir de lasers qui sont par définition monochromes. Donc on ne restitue en règle générale qu'une image monochrome. Ceci dit, aujourd'hui, il y a particulièrement des travaux faits par Yves Jantet à Bordeaux, où lui il travaille avec 3 lasers, RVB, rouge, vert, bleu, et il obtient des images réellement en couleur, qui sont surprenantes. Vous pouvez aller voir sur le net Yves Jantet, Gentet, c'est remarquable. Voilà, donc ça c'est une limite à l'image holographique qui est en train de céder progressivement. Voyons, d'afficher une image holographique en temps réel, c'est difficile aussi. C'est-à-dire d'imaginer un substrat qui puisse être adressé à raison de 20-25 images par seconde et de générer une image tridimensionnelle animée à partir de données numériques, par exemple. Ça, c'est pas facile, mais ça aussi, cette limite-là, elle est en train de craquer progressivement. J'étais au MIT à Boston il y a 1 an, et il y a eu la présentation non, 2 ans. Il y a eu la présentation d'une valve optique qui est constituée, qui faisait 10 cm sur, enfin, 4 pouces sur 1 pouce, constituée de nano-miroirs. Et ces miroirs peuvent s'orienter, comme les projecteurs vidéo DLP. Ces nano-miroirs peuvent s'orienter afin de créer une surface de diffraction et donc de générer un front d'onde. Si on l'éclaire avec un laser, lorsqu'on regardait cette petite plaque, eh ben, on avait une image holographique qui faisait 4 mètres de profondeur derrière, d'une vue de toit d'une ville qui partait vers l'infini comme ça. Mais pour l'adresser en temps réel, c'est-à-dire de pouvoir faire de l'image animée 20 à 25 images par seconde, il faudrait 1,9 Tera d'informations par seconde, ce qui est juste inimaginable pour l'instant. C'est beaucoup, beaucoup trop lourd. Mais c'est une voie. Apparemment, il y aurait des Israéliens, une société qui s'appelle RealView, qui travaillerait sur de l'imagerie médicale. Mais j'ai l'impression que leur site sur le net, c'est un peu du pipeau. Parce qu'on voit une femme enceinte tenir son bébé holographique comme ça. À mon avis, ça ne marche pas. Encore une fois, parce que pour adresser... oui, on voit un chirurgien intervenir aussi sur un cœur qui est en train de battre. Donc on le voit manipuler le cœur dans l'espace comme ça. Mais justement parce qu'il faut cette somme considérable d'informations pour adresser cette valve optique, je pense que c'est juste de l'incrustation vidéo et qu'ils sont en train de chercher des sous. Donc ils essaient de persuader les investisseurs que leur système fonctionne, mais je n'en crois pas un mot. RealView, allez voir sur le net, c'est intéressant. D'accord. Et sinon, par rapport à la technologie, je veux dire, c'est quand même extraordinaire de pouvoir voir en 3D comme ça, en relief. Et pourquoi c'est pas vraiment répandu, on n'en voit pas souvent? Qu'est-ce qui fait que... Alors, ça c'est... Oui, ça c'est... Pourquoi on n'en voit pas beaucoup? Parce que c'est pas facile à mettre en place. Il y a eu des galeries, peu de galeries. Il y a eu un musée. Alors ça c'est autre chose. Il faudra qu'on en parle. Ouais. Mais il y a eu un musée à Paris. Oui. Il a été fermé, non? Qui a été fermé, qui était au Halles, mais qui a eu un succès fou. Il y a eu des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sont passées par ce musée et qui ont découvert l'holographie comme ça. Le problème de l'holographie, c'est qu'il faut l'éclairer convenablement. Un hologramme, ça ne s'éclaire pas n'importe comment. Il faut une source ponctuelle, placée à un certain angle, et plutôt à une certaine distance également. Donc, il faut respecter ces contraintes de restitution. Et l'hologramme,
pour ce qui est de mon domaine de prédilection, qui est plutôt l'hologramme de création, hein, donc une activité de création artistique, eh bien, les galeries sont rebutées par ces contraintes d'éclairage. Pourtant simple une fois maîtrisées, mais de faire le pas, c'est pas facile. Alors, je viens de travailler pour une grosse galerie parisienne d'art contemporain qui présente un hologramme réalisé par oui, fait au Canada, mais réalisé par un artiste israélien, Moshe Nino. Et ils s'arrachent les cheveux parce que ils savent pas, voilà, c'est pas facile à éclairer. En plus, c'est un hologramme qui est posé au sol, donc qui est très grand. Voilà, c'est pas facile. Donc, pourquoi on n'en voit pas ça? Je vois ça comme une des grosses contraintes. C'est la clé à la distribution de l'hologramme, de l'holographie de manière générale. C'est un support et un système de restitution. Donc, cette petite lampe ou cette source de lumière, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ça peut être une source LED, ça peut être un laser. Voilà, mais bon, donc c'est un peu délicat. Ceci dit, un scoop, c'est qu'il y a un projet de montage de centre des arts et des techniques holographiques sur Paris qui devrait ouvrir dans les 2 à 3 ans qui viennent. Alors, pour revenir à ce que vous parliez, ce que vous décriviez, là, ces images qui apparaissent sur des scènes de théâtre, voilà, on a ressuscité Tupac comme ça, Michael Jackson, Madonna est apparue sur scène, Kate Moss aussi dans un défilé d'Alexander McQueen. Les jeans Diesel aussi ont fait un superbe défilé de mode il y a quelques années qui s'appelle Liquid Space et on en trouve encore des vidéos sur le net, c'est remarquable. C'est pas de l'holographie. Il y a aujourd'hui ce que je décris comme une dérive sémantique autour du terme hologramme. On décrit comme hologramme toute image immatérielle, en lévitation, transparente. Voilà. On appelle ça hologramme aujourd'hui, mais ce n'est pas de la réelle holographie. C'est ce qu'on appelle communément du théâtre optique, tout simplement. On appelle ça aussi théâtre de Pepper, de son inventeur, début du XXe, en anglais, je crois. Le principe étant que on faisait apparaître des fantômes sur une scène de théâtre. Et le public était complètement bluffé par ça. Le principe étant tout simplement que sous la scène, il y avait un acteur qui était violemment éclairé, mais que le public ne voyait pas évidemment, parce qu'il était planqué sous la scène. Il y avait un trou dans la scène, et au-dessus de ce trou, il y avait un verre placé à 45 degrés. Donc le public dans la salle de théâtre, sur les gradins, voyait la réflexion de ce qui se passait sous la scène, à la même distance, derrière, enfin sur la scène du théâtre. Voilà, donc on interagissait avec des fantômes sur scène, et c'était complètement bluffant, ça marche superbement. Aujourd'hui, c'est exactement la même technique qui est utilisée, mais les technologies ayant évolué, c'est plus un acteur qui est éclairé sous la scène, mais c'est une projection vidéo. Donc on a au-dessus de la scène, dans les cintres, à nouveau le public ne le voit pas, une série de projecteurs vidéo de grande puissance, hein, on parle de 10 000, 15 000 lumens, qui envoient leur image dans une fosse qui est en fait un support blanc très réfléchissant que le public ne voit pas à nouveau. Et sur la scène est tendu un film de millard de quelques microns d'épaisseur, qui est tendu avec plusieurs centaines de kilos de tension. Donc c'est parfois pas facile de faire ça en extérieur, parce que s'il y a un oiseau qui vole au travers, le truc explose. Et c'est ce substrat de millard qui vient réfléchir la projection vidéo et fait apparaître sur scène ce qu'on veut. Donc du moment que la géométrie optique est bien calée et qu'on fait en sorte que les pieds du personnage correspondent exactement avec la surface du plancher sur la scène,
Et c'est bluffant, ça marche superbement, quoi. Et c'est un super outil de création. Ça a été développé par une société qui s'appelle Vizoo, V-I-Z-O-O, et qui est une société, je ne sais plus, mais enfin vous trouverez ça sur le net aussi. Je crois que c'est une société danoise. Et ça a été repris ensuite par les Anglais. Enfin, voilà, et ça marche très fort. Et c'est un principe similaire que l'on voit aussi dans des salons professionnels beaucoup actuellement, sous forme d'une pyramide à 3 ou 4 pans, comme ça, en verre, avec un objet placé au milieu de la pyramide. Et puis, il y a une image transparente en couleur qui interagit avec cet objet, qui passe au travers et tout. C'est à nouveau, c'est intriguant, quoi, et ça marche très bien. Mais c'est essentiellement, mais ça le public, il faut qu'il le sache pour le voir, au-dessus de la pyramide, il y a un toit qui est en fait un écran LCD, auquel on fait apparaître des images qui se réfléchissent sur les pans de la pyramide, et puis le spectateur voit la réflexion à l'intérieur. Voilà. Justement, on voulait faire la même chose sur l'iPad. Avec, on a trouvé sur internet, vous savez, mettre des plans, on a juste à imprimer, à calquer sur une feuille de verre, une plaque, à poser dessus et avoir l'objet comme ça. Oui, oui, j'ai vu une démonstration. Mais oui, ça marche bien. Ça, c'est toutes ces techniques, en fait, leurrent la perception. Voilà, c'est ça. On joue avec notre cerveau et notre cortex visuel. Et ça marche superbement, ça marche très très bien. Donc voilà, toutes ces techniques-là évoluent beaucoup mais je vais vous montrer quelque chose qui va vous bluffer là, parce que sur toutes les techniques que je vous décris, ce n'est que de la réflexion. Donc l'image, elle est derrière le support de réflexion, évidemment. Donc on ne met pas la main dedans. Alors que je vais vous montrer un système qui est justement développé sur le principe de l'élément optique-holographique et qui vient focaliser dans l'espace une information. En fait, je suis parti du préambule que lorsque l'on projette une image avec un projecteur vidéo, par exemple, sur un écran tout à fait conventionnel, une image qui est bordée de noir, c'est-à-dire que l'image est vraiment au centre de l'écran et que cette image est en rotation sur elle-même, eh bien, le spectateur a la sensation de voir un axe de rotation qui est placé au centre de l'objet, de voir passer devant l'écran des choses et puis de voir quelque chose qui passe derrière l'écran. Et on a réellement une sensation tridimensionnelle, comme ça marche très bien. Parce qu'on n'a pas d'écran autour, justement. Si on voyait l'écran, le cerveau immédiatement comprend que ce n'est qu'une image projetée. Et donc je suis parti de ce préambule-là et je me suis dit, ok, si on vient focaliser dans l'espace une image en rotation, c'est-à-dire qu'on l'amène réellement dans l'espace plutôt qu'en projection, à l'aide d'un principe holographique, mais d'éléments optiques holographiques, eh ben, on va pouvoir faire flotter une image dans la main. Et bingo, ça marche superbement. Mais vous aurez du mal à comprendre que l'image que vous avez dans la main, elle est juste 2D. Le cerveau est complètement trompé. Et c'est des principes c'est pas de la stéréoscopie cette fois, parce que bien qu'on envoie quand même dans chaque œil une image légèrement différente, mais c'est pas des principes stéréoscopiques, c'est pas de la focalisation d'informations sur le principe conventionnel de la stéréoscopie. On peut reculer à 50 mètres, comme on peut se coller le nez à l'image, on voit l'image parfaitement. Et pour ce qui est de l'avenir de l'holographie, est-ce que vous pensez qu'un jour on pourrait voir des films en hologramme au cinéma ou avoir chez nous par exemple des hologrammes? Non. Enfin, avoir des hologrammes oui, j'espère bien, oui. Enfin, mais parce que
Ben, on peut avoir des hologrammes chez soi actuellement. Là, il y a des artistes qui font des choses absolument magnifiques et donc qui se vendent comme des œuvres d'art qu'on achète quoi, et qu'on expose chez soi. Maintenant, le cinéma holographique, la télévision holographique, ben, ça défraie régulièrement la chronique. Mais en général, ce sont des sociétés qui essayent de récupérer de l'argent d'investisseurs et qui font un grand battage médiatique autour de rien du tout. C'est du vent en général. C'est comme Amazon. Pardon? Le téléphone d'Amazon qui était soi-disant. Ouais, mais ça, ça n'a rien à voir, quoi. C'est tout sauf holographique. C'est vrai que j'aurais dû le préciser, mais ce qu'on fait ici, c'est de la véritable holographie. C'est-à-dire on enregistre des fronts d'onde à l'aide d'un laser et on restitue le front d'onde. Ça, c'est la véritable holographie. Il y a beaucoup de techniques annexes et connexes, et on en a parlé un petit peu, qui permettent de faire flotter une image comme ça et de donner une sensation holographique, mais ce n'est pas de la véritable holographie. Donc la télévision holographique, ben, si, il y a une société qui travaille là-dessus, mais c'est une usine à gaz, quoi. C'est un exploit technologique plutôt qu'un produit. Non, je crois que la télévision en relief, oui, la télévision en relief, c'est les travaux de Pierre Alliot et d'Alioscopie, que je connais bien, et qui permettent une restitution auto-stéréoscopique, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lunettes pour percevoir l'image vidéo en relief. Et c'est bluffant de regarder Avatar sur un écran comme ça, mais c'est scotchant, quoi. C'est absolument extraordinaire. Alors il y a certaines contraintes, évidemment. Il n'y a aucune technique qui permet de faire flotter une image 3D à 360, autour de laquelle on pourrait tourner à 360 degrés en couleur et qui ferait coucou, ça n'existe pas. Il y a toujours des contraintes. Voilà. Et pour ce qui est de l'autostéréoscopie, pour ce qui est de l'allioscopie, ben, il y a parfois, pour certaines personnes, une fatigue visuelle. Parce qu'on focalise sur l'écran, on met au point sur l'écran, mais néanmoins, on a un conflit permanent parce qu'on doit converger sur le centre d'intérêt. C'est-à-dire, si l'image sort de l'écran, et c'est la même chose au cinéma, lorsqu'on voit un film en 3D avec les lunettes passives ou actives, c'est la même chose. Il y a toujours ce conflit entre la focalisation et la vergence. Un objet qui est ici, on a les yeux évidemment qui convergent sur ce point, mais on doit mettre au point sur l'écran derrière, parce que sinon on ne voit plus rien. Et ça demande un petit exercice, une gymnastique musculaire au niveau des yeux, qui est parfois un peu pénible. Et c'est pour ça que des films comme Avatar fonctionnent superbement, c'est qu'on ne vient pas vous faire flotter une image sous le nez. Je crois que c'est Lucas qui a fait Avatar, il me semble. Cameron, pardon. Et Cameron, il a parfaitement compris ça. Il a veillé à ce que, dans la conception même de son scénario, il n'y ait pas trop d'images profondes, il n'y ait pas trop d'images en jaillissement. Comme dit Pierre Alliot, un film 3D qui fonctionne bien, une image 3D qui fonctionne bien, une image en relief, c'est une image dans laquelle il y a de l'air. C'est-à-dire qu'on sent l'espace. Ce n'est pas forcément une image qu'on vient vous faire flotter sous le nez, parce que ça, c'est une démonstration, c'est du waouh. Mais on tient 3 minutes et puis on sort avec un mal de tête terrible. Alors que si on conçoit tout ça pour que voilà, qu'on sente l'espace, qu'il y ait de l'air dans l'image, eh bien non seulement on perçoit le relief, mais il est agréable, il est orthostéréoscopique, on dit, c'est-à-dire qu'il ne fatigue pas les yeux, il est de rendu naturel. Et ça s'applique à tout, que ce soit même les lunettes anaglyphes ou autres. Il faut éviter d'avoir ce conflit au niveau oculaire. Vous avez fait le tour? Oui. Ça nous intéresserait, vous savez, vous avez parlé de votre collègue qui
travaillé sur la télévision sans lunettes, enfin la Mhm. 3D sans lunettes. Stéréoscopie. Pierre? Ouais. Est-ce qu'il serait possible, je sais pas, de voir Difficile. difficile. Ouais, parce qu'il est très, 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 très occupé. Moi, je veux bien vous en parler, je connais le procédé Oui. superbement. Hein. J'ai travaillé 5 ans avec lui, Ah oui. Ah, donc je sais de quoi il s'agit. Je vous le décris rapidement. Le principe, c'est que par contre, ce que vous pourrez faire éventuellement, c'est aller frapper à la porte du showroom un jour et puis de jeter un coup d'œil juste aux écrans rapidement comme ça, puis de repartir. Vous pouvez leur dire que vous venez de ma part. Vous demanderez Gilles Marcelier. Hein, le showroom se trouve aux 3 rue du Jourdain, mais ils sont débordés. Donc faites un saut, demandez s'il est possible de voir une image 3D, dites-leur que vous venez de ma part, et puis repartez vite, parce qu'ils sont vraiment débordés, quoi. Et Gilles est quelqu'un de très généreux qui sera prêt à vous garder une demi-heure, mais dites-lui non, parce qu'ils sont vraiment débordés, malgré toute la gentillesse. Voilà. Donc le principe, c'est en fait, c'est une technique qui fait appel à 2 procédés. D'une part, le codage d'une information sur l'écran LCD, et donc ça c'est du soft, et puis du hard aussi, par un décodage optique de cette information en face avant du LCD. Alors je m'explique. Ce sont des écrans qui en général restituent 8 points de vue différents. À une certaine distance, qu'on appelle la distance de teinte plate de l'écran, sur un 42 pouces par exemple, ça peut être 2,50 m ou 4 mètres, selon l'écran. Eh bien, on a la restitution d'informations de 8 points de vue différents. C'est-à-dire qu'on dispose, les yeux étant écartés les uns des autres, l'un de l'autre, de 6,5 cm, on a 6,5 cm x 8, okay, ce qui fait 50 et quelques centimètres. Donc on peut se déplacer devant l'écran de 50 cm comme ça et percevoir le phénomène de parallaxe, donc de relief sur l'image. Pourquoi? Parce que l'écran affichant dans l'espace 8 images différentes, on perçoit 7 paires stéréoscopiques. On a la première image et la 2, et puis la 2 et la 3, etc. Donc on a 7 paires stéréoscopiques dans lesquelles on peut, se promener le regard, comme ça. Donc je parlais de 2 technologies complémentaires. D'abord, le codage de cette information au niveau de l'écran. Ce que l'on fait, c'est que on vient prendre les 8 images différentes, qui sont soit issues de 8 caméras placées devant une base de données d'images 3D, d'images de synthèse, hein, ou encore de 8 caméras réelles, hein, ou encore, parce que tout ça prend beaucoup de flexibilité aujourd'hui, d'un tournage stéréo à 2 points de vue conventionnels, mais passer à la moulinette d'algorithmes qui permettent de générer les 6 images supplémentaires dont on a besoin. C'est-à-dire qu'à partir de la disparité qui existe entre ce point et ce point, eh bien, les algorithmes viennent soit faire de l'extrapolation, c'est-à-dire mettre des images à l'extérieur de ces 2 points de vue, ou bien de l'interpolation, on vient remplir entre les deux. Okay? En général, c'est un peu de l'un et un peu de l'autre, d'ailleurs. Et on obtient ainsi les 8 images différentes. Alors, ces algorithmes sont extrêmement complexes, mais on peut imaginer le potentiel gigantesque qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire que Canal+, Orange, etc., qui ont des canaux stéréo conventionnels side by side, cette technologie permettrait d'alimenter des écrans autostéréoscopiques en temps réel qu'on aurait chez soi. Il suffirait d'intégrer,
voilà, il faut une carte FPGA à l'intérieur de l'écran qui comprenne donc ces algorithmes, qui vient récupérer le signal stéréo side-by-side en entrée, et puis en sortie, qui génère les 8 points de vue nécessaires pour alimenter l'écran. Donc la manière dont ces 8 points de vue, ces 8 images différentes à raison de 25 images, voire 30 par seconde, sont codées au niveau du LCD, ça c'est un petit peu particulier. En fait, on adresse non pas les pixels de l'écran, mais les subpixels, c'est-à-dire l'élément couleur de chaque écran. RVB, 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 RVB. Okay, et ce que l'on fait, c'est que l'on met une partie de la première image sur le subpixel rouge. Sur le subpixel vert qui suit, on met une partie de la deuxième image, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait les 8 points de vue. Okay, et puis on recommence comme ça, avec une alternance dans la répartition de cette information. On fait RVB, RVB, RV. Voilà, là, on a les 8 subpixels, donc des petits bouts des 8 images, hein, RV, et puis ensuite on reprend la première image, mais cette fois qui est affichée sur le subpixel bleu, et puis on fait BRVB, etc. Voilà. Et ça, c'est tout le génie de Pierre Alliot, c'est d'avoir mis au point ce codage d'informations. Puis là où il a été génial, en plus, c'est qu'il est venu placer devant ces micro-informations, hein, donc adressées au niveau du subpixel. Plus le subpixel est petit, mieux c'est. Ils sont en train de se régaler en travaillant sur des écrans 4K, parce que ça devient microscopique, quoi. Et devant chacune de ces séries d'informations, 8 points de vue, on vient placer une lentille cylindrique. Hein, et cette lentille cylindrique, si vous avez fait un petit peu d'optique, ben, si elle est placée à la focale de la lentille, eh bien, elle vient afficher dans l'espace comme ça, elle collimate l'information. Hein, et en se plaçant à une certaine distance, parce que tout ça reste de l'optique, eh bien on vient intercepter cette multitude d'informations qui permettent de générer les 8 points de vue nécessaires à la restitution autostéréoscopique. Et c'est pour ça qu'on restitue une image en relief sans avoir à porter de lunettes. C'est-à-dire qu'on n'a pas à dire à l'œil gauche, ben, tu reçois cette information, puis à l'œil droit cette information. On retire les lunettes et c'est directement la perception de cette multitude d'informations qui est envoyée optiquement devant l'écran qui permet la restitution du relief. Voilà, l'autostéréoscopie, ça c'est la base du principe autostéréoscopique de Pierre Alliot, enfin de l'allioscopie. En fait. Mais les principes de stéréoscopie, comme vous le savez, datent il y a très longtemps. Ouais. Le premier dessin stéréoscopique daterait de la Renaissance, mais on n'en est pas tout à fait sûr. Mais au XIXe siècle, il y en avait partout, quoi. Voilà, il se vendait des systèmes, une multitude de systèmes qui permettaient d'acquérir les images, donc des appareils photo à 2 points de vue, soit des appareils aussi qui venaient restituer ces images stéréoscopiques. Et il y a des choses surprenantes, des photographies extraordinaires qui ont été prises à la guerre 14-18, par exemple, avec ce principe-là. J'ai vu une collection de diapositives, donc c'était les premiers diapositives couleur. C'était un monsieur Lecoufle qui avait ça, un grand collectionneur d'images stéréo. J'ai vu, il m'a présenté un jour, mais ça remonte à 15-20 ans, il est mort aujourd'hui, des images stéréoscopiques des Américains rentrant dans Paris à la libération de Paris. Et des chars descendant le boulevard Saint-Michel. Et ça, c'est absolument sidérant parce qu'on rentre, on est là, quoi. C'est un pouvoir d'évocation, mais qui est gigantesque. On s'immerge dans l'image complètement. Et, on a vraiment l'impression d'y être, quoi. Ça aussi, c'est une particularité de
de tous ces principes, et c'est pour ça, entre autres, qu'ils ont autant de succès, c'est que ça a une capacité immersive comme ça qui est remarquable. 55 minutes non-stop. Ouais. Mathieu Mercor. Bravo. Ouais.